Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 23 du podcast de Hockey sur demande. Comme les 22 autres épisodes précédents, toujours accompagné. En fait, non, c'est vrai, il y a un épisode que tu n'étais pas là, celui-là avec Ouais. Mathieu Vachon. Donc, comme les 21 des 22 derniers épisodes, accompagné de Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane. Salut, comment ça va? Ça va bien? Nouvelle plateforme, on va espérer qu'on ne se fera pas raccrocher au nez comme ça a été le cas avec Zoom lors du dernier épisode. Disons qu'on a eu bien du plaisir à se faire narguer par Zoom. On va espérer que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et comme vous pouvez voir aussi, j'ai investi dans l'éclairage. On me voit maintenant. Donc, ça on, pousse. on va maintenant, let's go. C'est une bonne idée. Écoute, Stéphane, c'est pas compliqué cette semaine. On va encore une fois revenir sur les séries éliminatoires. Donc, pas vraiment de l'actualité. Là, on va peut-être en parler un petit peu à la toute fin, là, pour surtout le CH là, avec le premier choix et tout ça. Mais on va vraiment se concentrer encore une fois sur les Ouais. séries. Parce qu'on a eu une méchante bonne première ronde pour vrai. 5 des 8 séries qui ont eu besoin d'un match numéro 7. Puis comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, 4 de ces 5 matchs numéro 7-là se sont décidés par un but, donc quelques-uns en prolongation. Non, ouais. Donc pour vrai, là, c'était du bonbon déjà cette première ronde-là. Puis avec qu'est-ce qui s'en vient en deuxième ronde, on va avoir aussi des très bons match-ups intéressants. On va y aller avec un retour sur la première ronde des séries. Puis la manière qu'on va fonctionner, évidemment, on ne va pas aller avec de longues explications et tout ça. Je pense que la majorité des gens là, qui regardent le podcast en ce moment ont vu les matchs aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les 8 premières séries avec un élément qu'on a retenu de cette série-là Ouais. et ça va ensuite lancer la discussion là, pour chaque série. On va commencer avec dans l'Est. Et je veux commencer tout de suite avec cette série-là parce que j'ai l'impression que ça va faire couler de l'encre pendant encore un bon bout. Les Maple Leafs qui ne réussissent pas, encore une fois, Ouais. à passer la deuxième ronde. Eux qui ont dû baisser pavillon contre le Lightning en 7 matchs. Qu'est-ce que tu retiens, Stéphane, de cette série-là? Sur cette série-là, c'est Écoute, premièrement, moi, je pense que Toronto a pu gagner cette série-là au 6e match. On s'est fait avoir peut-être pour une coupe d'affaires, mais j'ai surtout remarqué aussi l'arbitrage. L'arbitrage a été différent à tous les matchs dans cette série-là. On en parlait dans l'entrée, moi, puis toi. J'ai regardé probablement toutes les séries, là, pas mal, je te dirais, même les séries qui étaient tard dans l'Ouest. Ça a été une série qui a été chaudement disputée, à part peut-être 2 ou 3 matchs qui ont été moins serrés. Les 3 derniers matchs, là, un but de différence pour chaque, certains en prolongation, certains pas en prolongation. Donc, on a vu une équipe que Tampa Bay avait peut-être beaucoup plus d'expérience que Toronto. Par contre, on sent que Toronto, on n'est pas loin du succès. Là. Je pense que c'est peut-être un concours de circonstances cette année qu'on prenait les Lightning en première ronde. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est l'apport offensif des joueurs majeurs dans l'équipe. Là. On a quand même eu beaucoup de positifs du côté de Toronto. Je pense pas qu'on a perdu avec la tête basse, mais on a juste peut-être été pas chanceux au niveau des odds, qu'on va dire en anglais. Là. Mais je pense qu'encore une fois, on voit les Lightning sont une équipe qui est très, très, très bonne. Et Vasilevski se fait un malin plaisir à arriver avec des matchettes, toujours être performant. C'est une équipe qui rebondit après chaque défaite. Et écoute, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine, le Lightning. Je ne voulais pas qu'ils gagnent. Tout le monde le sait. Je ne prends jamais pour Toronto dans ma vie. Mais là, j'étais plus capable de voir le Lightning. Puis écoute, je peux pas dire qu'ils ont mal joué. Je peux pas dire que ça n'a pas été une mauvaise série. Ça a été une très bonne série. J'ai été sur le bout de mon siège, sur le bout de mon divan très souvent dans cette série-là. Je pense que c'est bon pour l'avenir pour les Maple Leafs. Je pense qu'il nous en manque pas beaucoup. Là, puis je pense qu'on est proche de peut-être aller vers une deuxième ronde l'année prochaine ou dans 2 ans. Écoute, je vais me permettre 2 éléments, vu que le mien, c'est pas mal un peu la même chose que toi. Moi, je pense que Toronto aurait dû gagner cette série-là. Et ça va amener mon deuxième élément, que j'ai pas été tant impressionné que ça par le Lightning et Tampa Bay. Je pense qu'ils ont été bons au bon moment, Exact. mais c'est pas une équipe qui m'a convaincu beaucoup lors de la première ronde. Euh, Puis, tu sais, du côté de Toronto, ce qui est dommage, c'est que probablement que durant tout l'été, on va chercher des coupables, on va chercher à faire le ménage et tout ça. Quand que, comme tu viens de mentionner, je pense qu'il y a tu sais, c'est pas comme l'an passé qui menait 3-1 contre le Canadien, une équipe qui, à la base, était censée de passer sur le corps puis vraiment de leur sacrer une volée, mais puis ils Ouais. menaient 3-1 dans cette série-là, puis ils ont perdu 3 matchs de suite. C'est vraiment pas ça. Ils ont vraiment bien joué. Ça a été la meilleure équipe de la série, selon moi. Ah oui, C'est juste définitivement. que Tampa Bay a trouvé le moyen de marquer des gros buts au bon moment. Nick Paul, 2 buts dans le match numéro 7, là, dont un très beau, là, qu'il a Ah fait oui. un petit peu de soccer là, avant de tirer la rondelle. Le Sur son highlight, là. deuxième but, ça a été un beau but. Mais sinon, on va vouloir virer la ville à l'envers du côté de Toronto, mais je pense pas qu'il y a grand-chose à changer dans cette équipe-là. Puis tu sais,
je sais que c'est pas un coupable de la série, mais je pense quand même que ça prend un meilleur gardien que Campbell. C'est pas, encore une fois, comme j'ai mentionné, c'est pas la raison pour laquelle ils ont perdu. Mais peut-être que s'il y avait eu un gardien d'élite à la Vasilevski pour voler ce match-set-là, ça aurait aidé. Mais encore là, ils ont l'attaque. La défensive, c'est quand même bien. C'est sûr qu'ils vont possiblement perdre des morceaux. Est-ce que Giordano va être de retour? On le sait pas. Mais au moins, il y a des jeunes défenseurs là, qui poussent quand même dans cette formation-là. Non, du côté de Toronto, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer, mais encore une fois, ça va être un été douloureux là, pour les Leafs. Une fois de plus, on ne passe pas la deuxième ronde. Ouais, puis je peux te rajouter, là, on a eu 2 joueurs qui ont eu en haut de 8 points seulement, en haut de 7 points seulement. Victor Raymond qui a fait 7 points, dont un gros but au match numéro 5. On a Nikita Kucherov qui n'a pas détruit la ligue. Il a fini à -5 dans la série. Ça n'a pas été une grosse série pour lui. Victor Raymond, -2. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup de joueurs qui sont démarqués. Puis, on regarde, moi, je pense que le bas qui blesse, tu l'as nommé, c'est Jack Campbell, 15e dans la ligue en playoff. 3,15 en bas de 900 dans ta moyenne d'arrêt. Donc, c'est pas assez. Il faut vraiment que tu aies cherché 1 ou 2 matchs. Puis, je pense pas que Campbell a été capable de voler un match comme les autres peuvent le faire dans les autres séries, comme Bennington a fait avec Saint-Louis, qu'on va parler tantôt, comme Oettinger avec Dallas a fait probablement sur deux des 3 victoires de Dallas, a volé vraiment littéralement la rencontre. Donc oui, je pense qu'on n'a pas assez de peut-être de profondeur au niveau des goalers au niveau des Leafs, mais on va falloir travailler là-dessus. Mais comme je te disais, puis moi je retiens encore, on a eu beaucoup d'apports. Nylander a été quand même très puissant, Marner a été puissant, Matthews avec des gros buts. Donc, c'est des joueurs qui sont impliqués, ce qu'on n'avait pas vu l'année passée. Puis comme tu dis, je pense qu'on n'est pas si loin de la vérité au niveau de Toronto. Mais moi, je suis un petit peu contraire à toi. Je pense pas qu'on va faire le ménage à Toronto cet été. Je pense juste qu'on va aller chercher peut-être au niveau des joueurs amateurs qui vont être libres autour du 1er juillet. Ils vont peut-être aller chercher un joueur plus. Je pense que c'est le 3e trio qui a fait vraiment mal aussi. A mal joué le 3e trio. Donc, je pense qu'on va aller chercher peut-être un peu plus de profondeur avec le masse salarial qu'on va avoir. Ouais, juste pour préciser, je pense pas que Toronto doit faire un grand ménage. Je disais plus que les partisans vont vouloir le grand ménage parce que leur équipe va encore échouer. Ouais. On sait que les fans, on dit que les fans du Canadien sont assez émotifs, mais ceux-là de Toronto ne donnent pas leur place non plus. Donc, mais tu sais, pour vrai, moi, avec le DG, là, je serais pas. Comme tu dis, j'essaierais d'aller ajouter un gardien de but, aller ajouter un petit peu de profondeur là, aux 3 positions, soit devant le filet, attaque défensive, mais je pense qu'on est vraiment pas loin là, du succès du côté de Toronto. Ouais, Prochaine série, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, t'étais parti sur une lancée. Ouais, juste une petite affaire. Je pense que si on avait perdu contre les Rangers, les Penguins, on aurait fait un ménage. Je pense que là, contre le Lightning, on est peut-être plus. Écoute, c'est quand même les deux derniers gagnants comme Stanley. Je pense que c'est ça qui aide un petit peu plus la vision des fans. Je pense à Toronto qui va comprendre un peu plus. Et là, tu viens de faire un beau petit lien. On va parler de la série Rangers contre les Penguins. Si tu me le permets, je vais aller en premier pour celle-là. Vas-y. Moi, ce que je retiens, c'est possiblement la fin d'une ère du côté de Pittsburgh parce que là, on a perdu. Ça fait quelques fois qu'on perd en première ronde dans les dernières années. À chaque année, on pense que c'est l'année de trop là, pour cette équipe-là qui doivent rebâtir. Finalement, ils réussissent quand même à se qualifier. Ils ont connu une grosse saison. Mais là, tu as Malkin qui tombe joueur autonome sans compensation. Tu as Chris Letang aussi qui tombe joueur autonome sans compensation. Des grosses décisions à prendre du côté de Pittsburgh. Puis j'ai l'impression que peu importe ce qu'on prend comme décision, ça va sentir pas nécessairement la reconstruction complète, mais je pense que là, cette année, c'était pas mal la dernière chance de gagner avec cette équipe-là en place. Je pense qu'on va devoir prendre de grosses décisions cet été, puis pas certain qu'on va revoir les Pingouins en série l'an prochain. Écoute, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, ce qui m'énerve un petit peu de cette affirmation-là, c'est qu'on les attendait pas peut-être en 7 matchs contre New York. Moi, j'avais mis Pittsburgh en premier. Je pense que toi aussi, on a fait ça parce qu'on a la misère à prendre contre eux autres. La seule chose que je vais te dire, moi, c'est que Crosby et Gwenzel ont été encore une fois solides pendant les playoffs. Malkin n'a pas été un facteur, selon moi, à part dans un match. Et Christopher Letang n'a pas été l'ombre de lui-même non plus dans les séries. Là, seulement 4 points, -3 en cette rencontre. Donc, si on parle de reconstruction du côté de cette équipe-là, c'est sûr que ça va arriver, on le sait de toute façon. Mais je pense qu'on a beaucoup moins mal qu'on pense avec ces 2 joueurs-là qui pourraient probablement quitter l'organisation. Je pense que le corps avec Rodriguez, avec Gwenzel, avec Crosby, s'il reste, on a quand même un petit peu de depth aussi dans la Ligue américaine. On a un bon repêchage qui s'en vient aussi. Donc, je pense qu'on n'est pas tant mal pris que ça du côté des Pingouins. Par contre, on finira pas dernier, selon moi, mais on finira peut-être dans les 14, 15, 16, comme on a vu cette année. Je pense qu'on a été surpris des Pingouins pendant cette série-là, puis je pense que
Si on avait. Moi, je pense que tu sais jouer à la fin du match numéro 5. Là, je pense que le hit de Trouba sur Crosby a coulé les Pingouins. Je dis pas que c'est un mauvais hit. Je dis pas que c'est quelque chose qui devrait pas se passer. Je pense juste que on le voit littéralement surtout en série, quand Crosby n'est pas là, les Penguins sont une autre équipe. Puis en plus, on avait perdu Tristan Jarry puis de Casey aussi qui se sont blessés dans les premiers matchs. Puis Jarry avant les séries. Donc, rien à enlever à notre ami Domingue, mais a connu un bon match ou une bonne relève, si on peut dire. Puis les 2 autres matchs qu'il a joués, ça a été plus difficile. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il fallait s'y attendre avec des blessures. Puis je pense que qu'est-ce que coulé les Penguins contre les Rangers, c'est les blessures. Je pense pas que les Rangers ont assez bien joué, à part dans le match 6 et 7, pour battre les Penguins là, en 5 ou en 6. Là, je pense que c'est une question de circonstance. Surtout Shesterkin, moi, il m'a pas impressionné en série. Il a Zéro. connu une grosse saison régulière, mais en Ouais. série, tu parlais que Malkin n'avait pas été un facteur du côté des Pingouins. Je trouve pas que Shesterkin a été un facteur du côté des Rangers. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été inscrits dans cette série-là. Il n'a pas vraiment volé de match. Donc, j'ai hâte de voir en deuxième ronde qu'est-ce que ça va donner, mais à date, là, il ne m'a pas trop impressionné, Shesterkin. Effectivement, mais on a eu des gros apports offensifs. Zibanejad a joué vraiment une belle série. Que dire de Adam Fox aussi. Donc, on avait beaucoup plus, je pense, de punch offensif, mais on égalisait, tu sais. Un défenseur, un joueur d'avant. On avait un Crosby puis un Gonzalo l'autre bord qui était aussi performant. Mais comme je te dis, je pense que l'avenir est plus belle du côté des Rangers. Je pense que c'est plutôt compensé au niveau des séries aussi. Je ne pensais pas qu'on pensait aller se rendre au deuxième tour aussi rapidement. C'est bon pour les jeunes, mais comme tu dis, il va falloir que Shesterkin vole une coupe de match, surtout s'ils veulent battre, ils veulent battre la Caroline. Là. Bonne chance. Ouais, c'est vraiment facile. Puis justement, parlant des Hurricanes, eux qui ont battu les Bruins 4-3. Ouais. En termes de match, évidemment, ils ont gagné 3-2 le match numéro 7. Qu'est-ce que tu retiens en majorité de cette série-là? Quelle série en 2 temps, hein? Complètement fou. Ça a été 2 grosses victoires de Caroline à domicile. On s'est dit, oh mon Dieu, ça va être facile, walk in the park. Puis les bons vieux Bruins sont venus avec un Brad Marchand aussi désagréable que jamais. Donc, écoute, 11 points pour Brad Marchand, qu'on l'haït ou qu'on l'aime, c'est incroyable comment ce gars-là il peut être dominant sur une patinoire. Ce que je retiens, c'est que moi, je pense que l'ère des Bruins a terminé, plus que l'ère des Pingouins. Je pense que les éléments clés de cette équipe-là vont s'éclipser tranquillement, pas vite. Je pense que si jamais Bergeron ne re-signe pas ou prend sa retraite, ça va vraiment faire mal à cette équipe-là, plus qu'on le pense. Donc, c'était une dernière chance pour eux, je pense, de faire un bon bout de chemin en série, rencontrer les Hurricanes qui n'étaient pas de la tarte, mais on a quand même joué une belle série du côté des Browns. Puis moi, ce que je vais dire là-dessus, c'est la détermination, comment que la Caroline est puissante. Il y a beaucoup de gens qui les voient en finale à la Coupe Stanley, puis c'est pas pour rien. Là, c'est vraiment toute une équipe de hockey. Puis j'ai hâte de voir ça va faire contre le Lightning. Ça va faire des éclairs, là, ça se disait mal, là, mais ça va faire des éclairs, mais je pense que les Hurricanes vont avoir appris beaucoup de cette série-là, puis ils vont aussi voir que des équipes qui sont persévérantes, dominantes, difficiles à jouer contre, c'est le genre du Lightning puis des Bruins. Donc, ce que je retiens de cette série-là, c'est ça, c'est la détermination qu'ils ont eue, c'est le match numéro 7, comment qu'ils l'ont... Malgré que le score était 3-2, ça a quand même été une domination des Hurricanes, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour le futur de cette équipe-là. Ben écoute, on ne parlera pas longtemps, parce que moi aussi, c'était pas mal ça le point que j'avais retenu là, pour Boston. Je pense qu'aussi, ça va être peut-être le début là, de la fin là, pour les Bruins. C'est une autre équipe qu'on se dit à chaque année là, que c'est peut-être l'année où ils vont chuter, ils réussissent tout le temps à revenir. Mais moi, ce qui me gosse un peu cette équipe-là, c'est que c'est tellement une équipe d'un seul trio. Là. Tu sais, tu contiens Marchand, Bergeron, Pasternak, puis tu augmentes tes chances de gagner à au moins 80%. Là, oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut leur donner crédit à Marchand, puis ces joueurs-là, ils ont été encore une fois très bons. Mais je trouve tellement que autant que leur défensive là, est vraiment intéressante avec les McAvoy, puis surtout l'ajout de Lindholm aussi. Devant le filet, Swayman là, qui a été quand même bon là, dans cette série-là. On a Hallmark aussi qui n'est pas mauvais. Mais à l'attaque, ça prend d'autres morceaux parce que Bergeron vieillit, Marchand est encore dans. Il vieillit, mais il y a encore une couple d'années devant lui là, qui devrait être bon. Pasternak aussi, mais on s'entend que le cœur et âme de cette équipe-là, c'est Bergeron. Puis lui, ben, son temps achève dans la LNH. Donc, on va falloir trouver. Là, oui, on a Taylor Hall, mais je trouve pas que Hall a été un gros facteur là, dans cette série-là du côté des Browns. Points en 7 matchs, moins 6.
n'a pas été un facteur. Même Jake DeBrusk avec moins 7, 4 points. Écoute, je sais pas si tu as regardé la fin du match là, contre les Hurricanes, puis chaque joueur donnait quand les Blues sont sortis, Patrice Bergeron faisait des câlins à tout le monde. Donc, c'est sûr que la machine à rumeur a commencé, mais c'est complètement fou, là, ce gars-là va avoir donné cœur et âme pour cette équipe-là depuis, 14, 15 ans. Il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup d'informateurs de gauche à droite qui pensent qu'il va prendre sa retraite. Il risquerait pas de jouer d'ailleurs. Je pense qu'il est blessé depuis longtemps. Je pense qu'il y a des bobos qui sont douloureux année après année, puis il veut pas en parler, puis il veut pas ça le dérange, mais on voit que s'il ne re-signe pas pour un pack de peut-être 3 ou 4 ans ou de 2 ans, probablement va prendre sa retraite. Mais ça a été un drôle de moment, je te dirais. Tu perds contre les Hurricanes, qui est une bonne équipe, puis tu fais pas ça dans le corridor, tu fais ça en plein milieu. Puis il était comme à 5, 10, 15 pieds de la sortie des joueurs proches du gardien de but, là, puis il faisait des gros câlins à tout le monde. Là, ils ont passé un par un. Fait que c'est des choses, c'est des signes qui te montrent que peut-être qu'on a une fatigue du côté de Bergeron, puis que oui, comme tu dis, cette équipe-là fonctionne dans un trio. Là. Si tu regardes les points, c'est McAvoy, Charlie Coyle, puis c'est tout là, avec le premier trio, c'est tout. Là. C'est pas une grosse équipe. Puis on a eu quand même le support de nos gardiens de but pour les séries, mais sans plus, on n'a pas volé de match non plus du côté de Swayman. Donc ça va être difficile de voir comment que l'année prochaine, dans 2 ans, ça va être avec les Bruins. Pour conclure, dans l'Est, on a les Panthers contre les Caps. Les Panthers qui ont remporté cette série-là en 6 matchs. Ouais. Malgré le fait qu'ils ont remporté la série en 6 matchs, moi, ce que je retiens, c'est les Panthers sont dans le trouble devant le filet. Oh mon Dieu, tellement. J'ai vraiment pas aimé les séries de Bobrovski. Puis quand tu regardes dans les 6 matchs, il y en a 4 des 6 que les Panthers ont accordé au moins 3 buts et plus. Mm-hmm. Quand tu vas pogner comme Tampa Bay en prochain tour, que tu vas pogner peut-être les Hurricanes là, en finale de l'Est, si tu accordes 3 buts et plus à ces équipes-là, pas certain qu'ils vont réussir à sortir gagnants. Autant qu'on disait que les Panthers, c'était l'équipe à battre là, dans l'Est, j'ai mes petites réserves là, finalement après cette première ronde-là. Je ne veux pas enlever de crédit aux Caps. Là, ils ont une bonne équipe. Ils ont quand même des Ovechkin, des Backstrom, Kuznetsov, des compagnies dans cette équipe-là ont des bons joueurs. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé les séries de Bobrovski. Est-ce qu'on va peut-être donner plus de temps à Spencer Knight éventuellement si on voit que ça ne marche pas? On verra bien, mais je pense que du côté des Panthers, là, on a une grosse lacune devant le filet. Ouais, je suis d'accord. Puis un seul mot que je vais te dire, c'est que pendant cette série-là, Samsonov a mieux gardé les buts que Bobrovski. Puis Samsonov a eu une victoire, 3 défaites. Fait que tu sais, seulement 13 buts contre, Samsonov 17 pour Bobrovski. Comme tu dis, il n'a pas été étincelant, il n'a pas été mauvais dans certains matchs. Dans d'autres matchs, il était beaucoup chancelant. Ça n'a pas été une grosse série pour lui. Un nom que je retiens, c'est Carter Verhaeghe. C'est je pense qu'il y a comme 3 ou 4 buts gagnés dans cette série-là. Je compilais mon pool là, des séries, puis je checkais quand les Panthers jouaient cette journée-là, le 3/4 c'était Verhaeghe qui avait le but gagnant. Incroyable. Fait que si vous participez au pool, deuxième round, Verhaeghe, ça peut être un bon choix. Ça peut être un bon choix. Puis je pense que ce qui a fait la différence cette série-là, c'est qu'on n'a pas été capable de contrôler ce joueur-là. Je pense qu'il joue sur le deuxième trio des Panthers. Donc, on a quand même eu une belle série. Claude Giroux s'est réveillé au 5e match, 6e match. A joué une très bonne série aussi, mais on n'a pas tout déclassé. Là. On n'a pas eu un Barkov avec 12 points. On n'a pas eu on n'a rien eu d'extraordinaire. On a juste bien fait. Puis je pense que la machine a juste roulé par elle-même. Là, c'est juste ça qui est arrivé. Mais par contre, on a eu des key games qui sont venus aider. Puis je pense que ça a été ça la différence. Puis on a vu aussi les Capitals s'effondrent au 4e match aussi. Là. Ça a été des commentaires à la fin d'Ovechkin qui disaient que personne ne méritait, personne ne s'est forcé, lui inclus. Je pense qu'on était peut-être un peu fatigué du côté de Washington parce qu'écoute, ça patinait du côté des Panthers. S'il y a une affaire qui marchait du côté des Panthers, c'est le patin. Donc, puis ça frappait fort cette série-là aussi. Donc, je pense qu'on s'est fatigué pour nous autres mêmes. Puis, match 4, 5, 6, ça a été beaucoup plus facile du côté des Panthers. Mais encore une fois, ça n'a pas été une série facile. C'était encore une série difficile à jouer, beaucoup plus robuste que les autres. C'était du gros hockey. Mais je pense que la différence, elle a été là. Puis il va falloir qu'un gars comme Bobrovski se réveille encore pour la 2e ronde.
On s'en va affronter quand même une grosse équipe contre Tampa Bay. Puis on a un Vasilevski qui, à chaque année, est dominant dans les séries, même si son plastron fait 43 pieds de long. Donc, c'est quelque chose. C'est pas faux. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler du côté de la Floride. Il va falloir aussi que nos meilleurs marqueurs fonctionnent aussi. Là. On n'a pas vu tout le monde du côté de Tampa Bay dans la dernière série. Donc, ça va être important pour eux autres qu'ils soient réveillés. Là. On va passer dans l'Ouest. Il n'y a plus le fun. Oh que oui. Sauf cette première série-là, que ça a été assez short and sweet. L'Avalanche Colorado qui s'est débarrassé des Prédateurs de Nashville. En fait, ça a été un coup de balai. On a gagné ça en 4 matchs. Et je vais reprendre la phrase de Darryl Sutter qui disait que l'équipe qui allait affronter l'Avalanche, ça aurait été un gaspille de temps pendant 8 jours. Eh bien, ça aurait été 7 jours, finalement. Ça aurait été 7 jours. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est 21 buts marqués en 4 matchs. Ah, incroyable. Incroyable. L'Avalanche est assez dangereuse, mettons. Quelle machine de hockey, puis surtout, on est vraiment été dans un nouveau niveau. C'est sûr qu'on va toujours dire que Jarreau n'était pas là non plus. Donc, ça n'a pas fait du bien aux Prédateurs. Mais écoute, ça a été un rouleau compresseur. Là. À part un match qui a été plus serré, là, le deuxième qui a fini 2-1. Le reste, ça a été complètement une domination. Quelle équipe belle à voir. On a utilisé nos deux gardiens en plus, ça a fonctionné. Donc, écoute, c'est beau à voir. On a juste à voir que ça va aller dans la deuxième série. Là. C'est sûr que présentement, tu te dis, ben, ça va être facile. Il n'y a quand même rien de donné encore. Donc, les Blues ne seront pas si faciles que ça à battre. C'est une équipe qui est habituée, c'est une équipe qui joue fort, une équipe qui joue dur, mais l'Avalanche a tous les moyens pour battre cette équipe-là. Puis écoute, que dire de Kyle McCarr avec 10 points en 4 rencontres, là, j'ai regardé ces matchs-là, puis j'étais émerveillé à minuit en regardant ce gars-là jouer. Encore son but en overtime, ça faisait aucun sens comment il a déculotté le gars avant de lui. Donc, ça va être juste beau à voir, puis c'est drôle à dire, mais on a juste 4 matchs de jouer, fait qu'on a été reposé, on a sûrement resté une coupe de bobo. Donc, on va arriver contre Saint-Louis en feu, puis ça va être prêt à... Ça va être une série qui va être le fun à regarder. Parlons-en des Blues de Saint-Louis qui, eux, ont battu le Wild en 6 matchs. Je vais te laisser aller en premier là, pour ce que tu as retenu de cette série-là. Écoute, t'es confiture du côté du Wild. Je vais dire l'expérience du côté des Blues. Les Blues ont été fidèles à eux-mêmes. On frappait fort. On jouait du hockey inspiré. On été dominants au niveau des lancers, des mises en échec, des possessions de rondelles, les mises au jeu. Écoute, ça a été le Wild s'est fait dominer de feu par petit feu. Écoute, les 3 derniers matchs, en fait, ça a été une domination totale. Puis ce que je trouve plat du côté du Wild, c'est qu'on a eu un joueur. C'est Kirill Kaprizov qui s'est pointé le nez dans cette série-là, c'est tout. On n'a pas eu personne d'autre qui l'a aidé. On n'a pas eu une bonne domination au niveau des gardiens de but non plus. Ça a été une catastrophe. Marc-André Fleury qui a tout perdu ses moyens après peut-être 3-4 rencontres. Puis après ça, on est allé mettre le pauvre... voyons comment il s'appelle. C'est Cam Talbot qui a pris la relève. Cam Talbot en match numéro 6 puis qui s'est juste fait défoncer toute la game. Donc, partie remise pour le Wild, mais je pense qu'on devrait se regarder eux autres puis se rendre compte qu'ils n'étaient pas prêts pour cette série-là. Il y a une personne qui s'est pointée puis c'est Kirill Kaprizov seulement. Donc, si la Wild veut le gagner, on a besoin de plus d'apport au niveau de l'offensive, surtout de la défensive. Mais encore une fois, c'est une équipe qui va bouger cet été. Hein. On a un Dumba qui est en dernière année de contrat. On a Falsa qui devrait s'en aller aussi. Donc, ça va être drôle de voir ce que le Wild va avoir de l'air à partir de septembre l'année prochaine. Ben écoute, mon point, c'était exactement ça. Ça va prendre plus que Kaprizov du côté du Wild. Oui, il a été électrisé encore une fois, mais ça a été la seule bougie à l'image de cette équipe-là. Heureusement, il y a des jeunes comme Matthew Boldy là, qui vont prendre un peu plus de galons. Il y a Marco Rossi aussi qui s'en vient. Donc, le renfort va venir du côté du Wild, mais ça ne sera pas dès l'an prochain. Là. Je pense que surtout que Rossi a raté une année de développement en raison du cas. Il avait été atteint de la COVID assez solidement. Il est revenu cette année, mais possiblement qu'il va challenger pour un spot l'année prochaine là, à temps plein avec le Wild, mais ça ne veut pas dire qu'il va tout casser dès sa première année. Fait que non, ça va prendre plus que ça. Est-ce que Fleury va être de retour l'an prochain? C'est une autre question qu'on peut se poser. J'ai vu des trucs passer comme quoi qui serait intéressant à revenir avec le Wild, mais on va voir si ce sera vraiment le cas.
Du côté des Blues, encore une fois, grosse équipe tannante à jouer. Ça va être une équipe, d'après moi, que ça va être intéressant de voir avec le Colorado parce que du côté de l'Avalanche, on s'était fait sortir l'année passée ou l'année d'avant par le Wild du Minnesota parce qu'ils se sont fait brasser tout au long de la série. Puis du côté des Blues, il y en a une autre équipe grosse là, qui est capable de brasser. Fait que j'ai hâte de voir là, comment le Colorado va réagir à ça. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tantôt. Mais non, ce que je retiens, comme tu as mentionné, il y a eu trop d'absents du côté du Wild là, à l'attaque. Puis devant le filet, ben, ça n'a pas fonctionné non plus. Ça n'a pas fonctionné. Puis si je peux mettre un dernier toast, là, Bennington a été l'ombre des séries de 2018. Là. Donc, 3 victoires, aucune défaite, 1,67, 9,43 en pourcentage d'efficacité. Donc, il est venu voler des matchs qu'il fallait qu'il vole, puis ça a fonctionné. Mais c'est dur à jouer au Saint-Louis. À chaque année, on se dit ah, Saint-Louis, ils ne feront pas rien, mais finalement, ils sont tellement difficiles à jouer. C'est tellement une belle équipe. C'est une équipe qui est complète, une équipe robuste, une équipe qui est habituée depuis des années de faire les séries. Donc, ça fait toujours mal. Autre série dans l'Ouest qui a eu lieu, qui s'est terminée en 7 matchs. Les Oilers, avec Mike Smith devant le filet, réussissent à passer les Kings en 7 matchs, comme j'ai mentionné. Ce que je retiens de cette série-là, les Kings, quelle équipe plate, pour vrai. Là, c'est pas... Je m'attendais pas à ça pendant tout. Je disais dans notre preview de la première ronde de 2 semaines que j'avais mis les Kings parce que je voyais Dano et Kopitar carrément être des joueurs qui vont maîtriser McDavid puis Draisaitl. De un, ça n'a pas tant arrivé. Puis de deux, ils n'ont pas de force de frappe offensivement. Puis pourtant, il y a des bons jeunes joueurs là, qui vont s'en venir. Là. Il y a les Turcotte, il y a les Karliev qui sont là. Il y en a d'autres également qui s'en viennent. Là. Il y a Byfield aussi. Mais présentement, c'est une équipe tellement plate. C'est pas pour rien qu'ils se sont fait blanchir 2 fois dans cette série-là. Oui, les Kings ont fait les séries, ils ont peut-être surpris cette année. Mais ils n'ont pas joué contre une énorme. Ils n'ont pas joué contre une grosse équipe, les Oilers. Les Oilers, c'est McDavid, Draisaitl. C'est pas mal ça. Puis ils ont un gardien assez suspect devant le filet. Ouais. Ils se sont fait servir une leçon de hockey. Écoute, t'es 8-2. Ils ont perdu 6-0 et tout dans un autre match. Ouais. Ils n'ont pas été capables de marquer un but dans le match numéro 7. Oui, ils ont progressé les Kings, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour être une équipe dynamique. Là, parce que présentement, c'est une équipe qui est assez somnifère. Oui, puis tu sais, la statistique qui m'impressionne le plus, je vais te la dire, c'est les tirs au but. 35 à la première rencontre. 30 à la deuxième rencontre. 46 la troisième rencontre. Là, tu parles des Oilers, ça? Non, je parle des Kings. Des Kings? 46, ouais. 46 la quatrième rencontre. 43 la cinquième. 32 la sixième. Puis 29 la dernière. Ça veut dire que comment t'as pas de punch offensif si tu lances 46 fois 3 matchs ou mettons 40 fois 3 matchs sur 7 puis t'as à peine de but. Là. Écoute, c'est il n'y a pas d'autre mot que tu l'as décrit, c'est une équipe plate, mais je pense que c'est une équipe qu'on voit comme ça de toute façon parce que c'est ce qu'on veut là-bas. On n'a pas de facteur offensif, on n'a pas de facteur de jeu. Écoute, moi j'ai trouvé Dano bon. Mais c'est tout, là. Il n'y a pas personne qui s'est démarqué dans cette série-là. Il n'y a pas personne qui a pris le leading. Notre meilleur marqueur, c'est Andrian Kwempe avec 6 points. On ne peut pas faire rien contre une machine offensive comme les Oilers, excuse. Puis écoute, ça a été un festival offensif de McDavid. Là, 14 points en cette rencontre. Brûlé, combien de fois qu'il est parti de sa zone encore pour aller scorer? Je pense que c'est arrivé 3 ou 4 fois dans la série. Servi des passes, tasses de café à n'importe qui. Écoute, il fallait je pense qu'on voulait plus que jamais du côté de McDavid. Puis je pense que ça a apparu. Je pense que c'est là que ça a été difficile. Draisaitl 9 points. Evander Kane avec 7 buts. Il a commencé à faire les 7 quand il a fait son fameux but en empty net. Là. C'est ça, je pense. C'est l'arrogance cette année qui a fait du bien. Puis moi, je te dirais qu'on a eu un bon apport du côté de Cody Ceci, qui est un petit peu ma surprise dans cette série-là. Plus 8-6 points en cette rencontre. Donc, en plus d'avoir de l'offensive pure à l'avant, on a eu des défenseurs qui sont venus aider aussi. Puis je pense que l'arrogance que les Oilers ont eu dans cette série-là a peut-être coulé un petit peu aussi les Kings, qui étaient un petit peu inanimés, comme tu disais. C'était pas une série qui était super... tout feu, tout flamme. Ça frappait, mais pas plus que ça, mais ça a été une série un peu éteinte. Puis tu sais, Mike Smith,
qu'on s'entendait à rien, a quand même joué pour 2,29, 938. Puis son homonyme de l'autre côté a joué pour 3,43, 904. Donc, on a vu que c'était ça la différence. C'est le. Jonathan Quick a tout fait ce qu'il pouvait en ses moyens, a fait des saves, là, je t'ai dit, c'était incroyable des fois les arrêts qu'il faisait, puis après ça, c'était une question, un petit lancer stupide qui rentrait 3-4 minutes après. Pourquoi? Parce qu'on était tout mêlé du côté des Kings. Je pense dans leur défaite, les Oilers ont juste levé le pied, ce qu'il faut qu'ils apprennent à ne pas faire. Donc, quand ils ont perdu contre les Kings dans le match numéro 4, 4-0, on a juste levé le pied complètement. On n'a pas voulu jouer cette rencontre-là. C'est ce qu'il faut que change du côté des Oilers si on veut battre les Flames qui ne seront pas de la tarte en deuxième ronde. Ben écoute, on va closer avec cette dernière série-là, justement, avec les Flames qui ont battu les Stars en 7 matchs, en prolongation, sur un but de Johnny Gaudreau. Donc, ça ne pouvait pas être plus époustouflant et enflammant, la pointe-tu. Oui, pas mal. Et écoute, est-ce que je peux aller en premier encore une fois? Ben oui, vas-y, garde-toi. Je sais que c'est les Flames qui ont remporté cette série-là. Mais je pense qu'on vient de découvrir une nouvelle star en Jake Oettinger du côté des Stars. Encore un jeu de mots un peu douteux que je viens de faire là, mais quelle série! Hey, c'est le match numéro 6, je pense. 4 ou 6, je me souviens plus. Parce que c'était un match qui était à Dallas. Les Flames te l'ont poivré en début de match dans la première période. Il t'a multiplié les gros arrêts. Il a volé ta folie avec la mythe à un moment donné. C'était ridicule. Là. Puis là, je pense que Game 4. Game 4, ils ont 54 tirs sur le gardien. Écoute, ça n'a même pas de sens. Puis ils ont perdu. En tout cas, ça a été vraiment une très belle série pour Jake Oettinger. Puis même Darryl Sutter l'a dit après la conférence de presse, après le match 7. Le meilleur joueur de cette série-là, ça a été Jake Oettinger. Puis là, je pense que du côté de Dallas, on se casse plus le basic pour savoir c'est qui le gardien numéro 1. On l'a présentement Oettinger. Ça a été un choix de première ronde, si je ne me trompe pas, c'est pas pour rien. Ou un choix de deuxième ronde assez tôt, là, je ne me souviens plus. Mais je sais que ça a été un espoir, le repêcher assez haut. Puis, si on dit tout le temps que les gardiens, c'est long à se développer, mais là, finalement, on a un très beau produit en Oettinger. Puis, là, on est en business là, pour les années à venir. Surtout qu'on a perdu un Ben Bishop qui a pris sa retraite de façon prématurée. Kudobin, ben, c'est un peu un quick fix là, dans son cas, mais c'est pas un vrai gardien numéro 1. Ça peut être un très bon numéro 2, par contre, mais c'est pas un numéro 1. Mais là, je pense que le numéro 1, on l'a en Oettinger. Ouais, puis choix de première ronde en 2017, 26e au total par Dallas. Puis t'as raison, écoute, je pense que je t'ai envoyé un message, c'est quoi, la game numéro 3, puis je t'ai dit Oettinger, il est incroyable. Je t'ai dit Oettinger avec les Oilers, je pense que c'est la Coupe Stanley 3 années de suite. Là, c'est incroyable comment ce gardien de but-là. Puis même dans le match numéro 7, là, s'il n'est pas là, c'est pas de match. Là. Écoute, j'ai eu tellement peur en écoutant cette game-là. Je me suis couché après la troisième période, puis je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Là, si les Stars ils gagnent ça, là, ça va avoir été le plus grand vol de l'histoire. Là. C'est incroyable comment ce goal-là a gaulé. Puis écoute, c'est pas compliqué. Il a reçu 285 lancés en première ronde. C'est le plus gros total. Puis le deuxième plus proche, c'est Mike Smith avec une défensive la plus poreuse de l'histoire. Donc c'est incroyable. Là. Il a fait seulement 13 buts contre, a gaulé pour 954. 954 en série, puis tu perds ta série. Là. Ça fait zéro rapport. Là. Zéro rapport. C'est comme l'année de Price, là, 2-3 ans contre les Rangers. Il a tout fait. Il avait fini les séries avec des statistiques ridicules, puis tu perds la série pareil. Exactement. Mais en même temps, c'est pas tant de la faute. Les Stars ont quand même bien joué aussi. Là. C'est pas. Oui, ils se sont fait dominer à quelques reprises, mais les Flames, c'est une grosse machine de hockey. Ça a été une des meilleures équipes de l'Ouest. Fait que les Stars n'ont pas la même profondeur que Calgary, mais ils sont quand même bien débrouillés. Mais c'est sûr qu'Oettinger a été une large partie pourquoi que cette série-là a duré aussi longtemps que ça, parce que je pense que ça aurait pu se terminer en 5 ou en 6 si ça n'avait pas été d'Oettinger. Ah, facilement. Puis on a vu aussi, on a vu c'était quoi les Stars. Là. Ça a toujours été la même chose. Des gros bonhommes, ça remporte des mises en jeu. On a eu un Pavelski qui était quand même bon à la série malgré son âge. On a eu un Ben qui a sorti bien à la 5, 6, 7e game. Ben, il a marqué le premier but du match 7. Exactement. On a eu un Seguin qui s'est pas fait de points, mais quand même bien joué, était physique. Donc, c'est ça un petit peu les Stars. C'est pas une équipe, go, fast speed. Mais écoute, ça a été une série longue, une série dure pour les Flames. Mais que dire, écoute, l'apport offensif, juste de voir les Flames se promener avec la rondelle, là,
écoute, le Altinger doit avoir un petit torticolis, ça doit être incroyable. Là. Fait que ça a été vraiment, moi je pense que cette série-là ne devait pas se digner en 7. C'est vraiment Altinger qui a volé cette série-là pour l'instant. Puis ça aurait fini probablement en 4 ou en 5 sinon. Là. Facile. Excellent. Donc, on vient de faire le tour d'horizon des premières séries là, du tour initial. On va se concentrer maintenant pour la deuxième portion du podcast à qu'est-ce qui s'en vient maintenant. Oh, que ça va être du bonbon pour certaines séries, pour vrai. Mais on va commencer dans l'Est avec une revanche de l'an dernier. Floride-Tampa Bay, la rivalité de la Floride. Ça avait quand même brassé pas pire l'année passée. Je pense qu'on va remettre ça cette année. Mais là, la question qu'on se pose, Stéphane, est-ce que les Panthers, cette fois-ci, en ont fait assez, que ce soit pour les acquisitions et tout ça, pour réussir à battre le Lightning Tampa Bay, ou si ça risque d'être encore une fois une série qui sera remportée par les hommes de John Cooper? Je veux pas qu'ils gagnent, c'est pas compliqué. Ouais. Je pense On que est écœurés, je pense. les gars qui nous suivent, je pense qu'ils savent. Non, écoute, un mot, gardien de but. Si Vasilevski a le dessus sur Bobrovsky, Carter Hart, pas Carter Hart, mais Bobrovsky ou l'autre, c'est quoi l'autre son nom déjà? Spencer Knight. Spencer Knight, excuse-moi. J'ai eu un blanc. Donc, si Vasilevski gagne la bataille des gardiens de but, les Lightning vont encore gagner. On a sensiblement la même équipe à l'offensive. Je pense que les Panthers sont plus explosifs. Par contre, l'expérience du Lightning avec les gros canons qu'on a, on a un Kucherov qui joue bien, on a un Stamkos qui a été quand même silencieux, on a un Brandon Point qui est blessé par contre. Donc ça pourrait faire mal. Mais on a une équipe pour veiller tard des deux côtés. Ça va dépendre des gardiens de but. Je pense que les Panthers peuvent gagner. Je pense que si Bobrovsky fait juste augmenter son désir d'un cran, ça pourrait finir en 6 ou en 7 du côté des Panthers. Par contre, si on l'échappe à partir de la game numéro 3 ou 4, il faut absolument que les Panthers remportent 2 rencontres collées et non que ça fasse comme depuis 3 ans, qu'à chaque fois que les Lightning ils perdent, ils gagnent la game d'après. Il faut que ce pattern-là arrête. Puis je pense que les Panthers sont capables de le faire. Mais écoute, du côté des deux équipes, moi j'ai un red flag là, de chaque côté qu'on a mentionné tantôt. Panthers, on a discuté, là, les gardiens. Puis Tampa Bay, c'est de hausser leur jeu d'un cran en général parce que ça a été une première ronde assez ordinaire contre Toronto. Donc, honnêtement, j'ai de la misère à me prononcer sur cette série-là, mais évidemment, mon cœur veut que ce soit les Panthers parce que moi aussi, je commence à une écurie aiguë là, du Lightning. Mais je pense quand même que c'est Tampa Bay qui va passer, malheureusement. J'ai vraiment pas confiance en Bobrovsky, mais vraiment pas au point où je pense que c'est là que la série va jouer, malgré tous les éléments que les Panthers ont à l'attaque. Une défensive quand même respectable, mais je regarde encore une fois Tampa Bay. Ils ont une défensive tellement solide, une attaque qui a pas, on n'a pas vu son plein potentiel en première ronde, mais le potentiel est là. Comme tu as mentionné, est-ce que Braden Point, est-ce qu'il va être là premièrement? Si oui, à quel point il va être magané? Ça, c'est une autre histoire. Oh oui. Mais même sans lui, tu as des Nick Paul là, qui a marqué 2 gros buts dans le match 7. Tu as des Sarah Lee qui sont toujours là. Tu as des Stamkos, Kucherov, tu as Killorn. Écoute, t'en as du stock là, à l'attaque. Pas à cause de Floride en ont aussi, là, c'est pas la question. Oh oui. Mais comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu dans cette série-là, ça va être le duel entre Bobrovsky et Vasilevski. Lui qui va le gauler le mieux entre les deux, c'est là que ça va jouer parce que je pense que les Panthers ont une attaque qui peut rivaliser avec celle du Lightning. Ils ont une défensive peut-être un petit peu moins bonne, mais je dirais pas que c'est un gros edge là, à Tampa Bay. Je pense que du côté de Floride, on a quand même des Charrats qui sont solides, entre autres. Des Forcelings là, qui sont bons offensivement. Ouais. Mais je pense qu'ils peuvent se débrouiller avec ça. Mais ça va être devant le filet que ça va jouer carrément. C'est là qu'on va voir si Bobrovsky peut aller en voler quelques-unes parce que en première ronde, là, ça a été assez ordinaire. Effectivement. Puis la seule autre chose que je pourrais voir, c'est que le trio de Huberdeau se réveille. Là. Huberdeau a juste eu 3 points en 6 rencontres. Jordan Duclair, 2 points en 5. Et on a eu aussi Patrick Onquist qui a seulement 2 points en 6. Donc, si ces 3 gars-là peuvent se réveiller et faire un petit peu plus de points, ça peut aider aussi cette équipe-là. Mais comme je te dis, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur que de l'avant le filet, ça n'a aucun sens. L'autre série dans. En fait, est-ce que tu as une prédiction? On va y aller avec prédiction équipe et match. Donc, je vais dire Tampa en 6. Oh boy, les Panthers en 6. Oh, OK. Fait qu'on met un petit 2 on the side là-dessus. La merde, all in, let's go. All in.
On 6 pousse le tas millions. dans le milieu. Allons-y. Deuxième série dans l'Est, les Hurricanes contre les Rangers. Ça, je pense, ça va être une série intéressante. C'est deux Ouais. équipes qui. Bon, les Hurricanes, ils ont de la profondeur là, du premier trio au quatrième trio. C'est ridicule. Là, quand tu fais jouer un Kotkaniemi, c'est à 4 avec un Nikus, que c'est un joueur, deux joueurs qui pourraient jouer au moins top 9. Défensivement, beaucoup de profondeur aussi. Devant le filet, Ranta était quand même surprenant. Je ne m'attendais pas à grand-chose de lui, honnêtement, mais il connaît une bonne saison en général, puis il a bien gardé les buts en série aussi. Du côté des Rangers, une attaque assez dynamique. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui devraient en donner plus. Défensive assez intéressante avec les Adam Fox, Jacob Trouba et Ryan Lindgren, entre autres. C'est vraiment pas mauvais. Et devant le filet, on a Chesterkin qui a été dominant en saison régulière. Mais là, évidemment, comme on l'a mentionné tantôt en première ronde, ça a été assez ordinaire dans son cas. Ouais. Je pense que ça va être une série plus serrée qu'on le pense. T'sais, on sait que les Hurricanes, on les voit quand même. On les met un peu sur un piédestal, mais je déteste pas les Rangers, même si Chesterkin peut en donner plus. C'est quand même une équipe qui a une bonne force de frappe. Panarin a été bon, Zibanejad a été bon en première ronde. Si Lafrenière peut réussir à produire un peu plus, si les Capo Caco aussi peuvent en donner plus, ça pourrait donner un affrontement assez intéressant entre les deux équipes. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, juste en saison régulière, les Hurricanes ont gagné 3 matchs sur 4. Donc, ça va être une bonne partie. Je ne sais pas si Frederick Anderson va revenir pour cette série-là. Lui qui est blessé au lower body. Écoute, en termes de points, je pense que New York a plus de points que les autres, plus de chances de faire de buts. Par contre, les Hurricanes sont tellement une belle équipe à avoir joué. Ça joue en unité de 5 comme aucune autre équipe de Fédération nationale présentement, je pense. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller. Moi, je donne un Popeye Edge au niveau des Hurricanes. Pourquoi? Je pense qu'on est rendu à ce stade-là versus ce que les Rangers sont. Puis, comme je te disais tantôt, Shesterkin ne m'a pas montré qu'il était prêt à gagner une série à lui tout seul. Donc, peut-être qu'il va se réveiller pour la deuxième ronde, j'y souhaite. Mais je pense que du côté de Caroline, là, quand ton meilleur pointeur, c'est D'Angelo, puis Slavin, qui sont deux défenseurs, je pense que si la machine offensive part de ce côté-là, ça va faire mal sur un méchant temps. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller du côté de la Caroline, mais moi, je vais mettre Caroline en avant des Rangers. En combien de matchs? Je vais en 6. Moi, aller dans cette avenue-là, moi aussi. Je pense que les Hurricanes, là, comme j'ai mentionné, la profondeur à l'attaque, ça peut produire de partout, mais défensivement, je regardais un gars comme Brady Shea contre les Bruins, là, bloque des tirs, C'est se énorme, garoche mon à gauche gars. et à droite, tellement fiable défensivement. Ouais. Tu as D'Angelo, lui, qui est bon offensivement aussi. Tu as Slavin qui est bon entre les deux, qui est bon, qui peut produire offensivement, mais qui est très fiable aussi défensivement. Non, c'était une pas pire équipe, les Hurricanes. Puis Ranta, ben, je pense pas que Ranta va avoir besoin d'être extraordinaire dans cette série-là, surtout si Chesterkin là, ne retrouve pas son niveau de jeu qu'il est capable d'avoir en saison régulière. S'il peut en faire juste assez, je pense que les gars devant lui vont être capables là, de fournir les buts nécessaires pour aller chercher des victoires. Je m'attends à une série qui va se finir en 6, moi aussi, mais je pense que ça va être des matchs assez serrants entre les deux équipes. Tu sais, des 4-2 avec un filet désert, ou peut-être des duels offensifs aussi 5-4. Là, mais tu sais, je pense pas qu'il va y avoir des blowouts de 8-2 comme on a vu entre Oh, non, non, Edmonton non. puis LA. Là, je pense que ça va être assez serré en général dans les matchs entre les deux équipes. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis si tu regardes, les matchs de saison régulière ont été pareils. Donc, c'est une équipe qui ont toujours joué par un ou deux buts maximum, à part le dernier match 6-3 le 21 janvier. Mais écoute, comme tu dis, j'ai hâte de voir. Antti Ranta fait vraiment bien. Il avait fait vraiment bien dans l'autre série. Malgré que j'avais pas trop confiance quand il est rentré en poste. Mais écoute, faites la job, faites vraiment le travail qu'il avait à faire. Puis comme tu dis, je pense que le support offensif devant lui pour peut-être faire une ratée ou deux, une ratée une fois de temps en temps. Donc, ça, c'est l'avantage que les Hurricanes ont présentement. On va se transporter du côté de l'Ouest. Deux très bonnes séries qui nous attendent aussi dans l'Ouest. On va commencer entre l'Avalanche et les Blues. Et ça, je vais revenir avec mon point que je disais tantôt. Je pense que s'il y a une équipe qui peut surprendre Oh et oui. battre l'Avalanche, ça va être les Blues en raison de leur style de jeu qui ont des gros bonhommes et tout ça, qui peut être robuste. Mais évidemment, du côté de l'Avalanche, leur force de frappe est assez incroyable. Puis leur défensive est mobile, offensive et fiable défensivement. Tu sais, des Makar, des Girard, des Devon Taves aussi, qu'on l'oublie un petit peu celui-là, mais a connu toute une saison aussi. Honnêtement, j'ai de la misère à me prononcer, mais je pense qu'on va finir en 7 cette série-là. Puis je vais y aller avec l'Avalanche, mais je pense que les Blues vont
vont donner un petit peu de fil à retordre là, du côté de l'Avalanche. Écoute, je suis d'accord avec toi. Puis je les prends aussi en 7. Pourquoi? Parce que, écoute, je vais donner 4 statistiques qui sont intéressantes. En saison régulière, les Blues ont fini avec 3,77 buts par game. L'Avalanche, 3,76. Après ça, les buts contre, 2,91 pour Saint-Louis, 2,83 pour Colorado. Powerplay percentage, comment ils ont joué en powerplay? 27% pour Saint-Louis, 24% pour Colorado. Puis dans les piqués pourcentage, 79,7 du côté du Colorado, puis 84,1 du côté des Blues. Donc, c'est pas une série qui est gagnée d'avance du côté de Colorado. Ça sera pas un walk in the park comme on a vu dans les autres. On a des joueurs du côté des Blues qui sont des vrais joueurs qu'on appelle, donc des gars qui ont le cœur gros comme le Baptiste. Des gars comme O'Reilly qui sont prêts à tout donner. David Perron qui a eu une première série incroyable dans les premières rencontres. On a un Buchnevich aussi qui est gros et qui frappe. On a un Bennington qui est arrogant x 1000 puis qui est bon dans les buts présentement. Donc, rien de gagné du côté de l'Avalanche. Puis je te dirais que Wayne Gretzky a mis les Blues de Saint-Louis en finale contre les Hurricanes. Donc, si Wayne de la merveille pense que les Blues sont capables de passer l'Avalanche, donc c'est quelque chose de gros. Je pense que ça va être une série qui va être le fun à voir. On a un petit Québécois qui performe présentement en plus là-dedans. Et on a une équipe complète en arrière qui est prête. On a des gros bonhommes en défensive. On est physique. On a un bon gardien de but. On a une bonne attaque quand même qui peut faire du dommage. Donc, il va falloir avoir un A-game du côté de l'Avalanche si on veut battre facilement les Blues, que je pense pas qu'il va arriver. Mais je pense qu'à la longue, l'offensive de Colorado est plus forte que les Blues. Puis je pense qu'on va épuiser complètement les Blues au niveau des matchs 5, 6, 7. C'est ce qui va permettre à l'Avalanche de gagner cette série-là. Mais comme je te dis, c'est pas fait. Il va falloir que Quemper vole une coupe de rencontres aussi dans cette série-là. Et là, on garde le meilleur pour la fin. Du moins, c'est ce que j'espère. C'est tellement plate, moi, je trouve. Comment? Je trouve ça plate qu'on perde une équipe canadienne à cause de cette maudite confrontation-là. Ouais, mais on va en profiter. Équipes en plus. On va en profiter que ça va passer parce que ça va être une méchante bonne série entre les Oilers et les Flames. Ouais. Je n'aurai pas le choix de me coucher tard dans ces soirs-là parce que c'est pas vrai que je vais rater ces games-là. Je serai bougon le lendemain à la job, je m'en fous. C'est pas pire. 10h30, 10h30 les deux premières games. Après ça, c'est 8h puis 9h30, game 3, game 4. C'est pas si pire. Les deux premières vont être off, mais sinon, on devrait être popé par la suite. Écoute, on a vu dans le passé, dans la dernière saison, à quel point ça peut brasser entre ces deux équipes-là. Les Ketchuk, les Cashin, les Lucic, ça sera pas pour les doux, les Donald Nurse. Oh là là! C'est incroyable cette série-là. Ça va être du bonbon cette série-là. Ça commence d'ailleurs mercredi, match numéro 1. 9h30. C'est 9h30, 10h30, 8h, 9h30. Moi, j'ai 10h30 sur Sportsnet. En tout cas, sur l'app de NHL, c'est 9h30 mercredi. C'est pas bon. Sportsnet. Toutes les fois, on se fait avoir. Attends un peu, là. 9h30, 10h30, 8h, puis 9h30. T'as raison. Bon. OK. Ouais. Sur TVA Sport, tout le monde. Sur TVA Sport. OK, pas super. Fait que, bon. Autant que j'espère que cette série-là va en 7, je pense pas que ça va arriver. Je pense que les Flames vont passer sur le corps des Oilers, malheureusement. Parce que on s'entend que LA et Calgary, c'est pas la même offensive pantoute, là. Je pense que les Oilers vont avoir plus de difficultés contre les Flames. Puis là, c'est là que Mike Smith va être exposé, selon moi. Ouais. Mais il va falloir que Markstrom fasse le travail aussi parce qu'il y a quand même des McDavid puis Draisaitl l'autre bord aussi pour le bombarder. Mais je pense que les Flames vont remporter ça en 6 quand même. Je donne 2 matchs aux Oilers. Mais c'est drôle, hein, cette série-là, autant que ça va être du bonbon pour tout ce qui est émotif, puis brasse camarade et tout ça. Mais on dirait que c'est le genre de série que je vois un petit peu comme la série Tampa Toronto en première ronde. Aucun match serré. Genre, ça va être des blowouts après des blowouts. Genre, une fois, ça va être Edmonton qui consacre une volée aux Flames. 2 jours après, ça va être les Flames qui consacrent une volée aux Oilers. Je ne m'attends pas à des matchs serrés entre les deux équipes. J'espère me tromper, évidemment. Mais parce que c'est sûr que je préfère avoir des games qui finissent 3-1 en prolongation
que voir les Oilers se taper les Flames 8-1 une game, puis après ça, les Flames qui les battent 10-0 la game d'après. On s'entend que ça serait dole un peu. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que ça va être des parties comme ça qui ne seront pas serrées, mais qu'au final, ça va être une série qui va se terminer en 6 pour les Flames. Écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est si les Flames vont être capables d'avoir un meilleur rapport offensif. C'est niaiseux à dire, mais contre Dallas, on n'a pas été capable de le faire. On n'a pas eu Cottinger a été extrêmement solide. Je suis d'accord, mais quand même, tu t'attends à une équipe comme les Flames à faire au moins un 3-4 buts par rencontre, ce qui n'a pas été fait en première ronde. Contre Mike Smith, j'ai pas de doute qu'il va réussir à en faire 3-4 par game. Écoute, on sait jamais. On sait jamais. Markstrom a quand même été époustouflant en première ronde, mais j'ai hâte de voir moi aussi. Là, je pense que du côté des Flames, moi, je les avais mis en finale de la Coupe Stanley. Je tiens encore mon pari. Par contre, comme je te dis, la seule bémol que j'ai, est-ce qu'on va être capable d'exploser au niveau offensif? Il faut dire la dernière rencontre contre les Oilers, ça a fini 9-5 le 26 mars. Donc, c'est une rencontre qui était assez tout feu tout flamme. Mais les Oilers ont quand même 3 victoires contre 2 défaites seulement contre les Calgary dans la saison régulière. On a un bon apport aussi offensif de deux côtés. On a un meilleur power play du côté d'Edmonton. On a un meilleur piqué du côté de Calgary. On marque plus de points du côté de Calgary dans cette série-là avec 3,55. Mais j'ai hâte de voir si les éléments clés vont se réveiller du côté des Flames. On n'a pas eu une première ronde. On a un Johnny Gaudreau qui a bien fonctionné avec 8 points. On a Ketchuk qui a marqué seulement son premier but à la 7e rencontre. Donc, il va falloir qu'on ait un petit peu plus de support au niveau offensif. Mais comme tu dis, je pense que Mike Smith et Oettinger, c'est 2 mots différents. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais écoute, on ne sait jamais. Le vieux Mike Smith va peut-être sortir des séries de feu du côté des Oilers. Mais chose à dire qu'on est sûr, c'est que les Oilers, s'ils veulent scorer des buts, McDavid va être à surveiller dans cette série-là. Là. Ça va être assez incroyable de voir ça. Mais je partage ton avis par contre. Autant que c'est le fun qu'on ait cette série-là, c'est poche qu'il y ait au moins une équipe canadienne qui va débarquer. Mais je pense que ça vaut la peine de cette douleur-là, mais de vivre cette série-là, la bataille d'Alberta, une série 4-7. J'espère juste que ça se finira pas en 4 matchs. Je serais tellement déçu que ça arrive. Je pense que moi, si je prends les Flames en 6, c'est une bonne idée de prendre les Flames en 6. Je pense juste que le match 1 et 2 va être... ça va être complètement fou, là. Ça va se taper dessus. Écoute, je sais pas si tu as regardé la série que Ben Zadorov, s'il y avait un autre match de plus, je pense que ça faisait en brawl à chaque 30 secondes. Les Raffle, deux, c'est Ketchuk aussi. Raffle puis Ketchuk, c'était incroyable aussi. Donc, écoute, on a du monde pour danser du côté de Calgary, mais on a surtout du monde pour danser du côté des Oilers aussi. On a eu un Draisaitl qui a été méchant en première ronde, là. Not gonna lie, je ne l'ai jamais vu aussi méchant. Là. Des mises en échec sournoises, était tout le temps après une criée après tout le monde sur la glace, engueuler tous les joueurs là, de bord du côté des Oilers. Donc, écoute, ça a été toute une première série. Puis, écoute, si cette énergie-là des deux équipes se transporte en deuxième ronde, écoute, ça, au drop à première série, à première game, il va y avoir 5 combats, on dirait. Dans ma tête, c'est juste ça de jouer. Donc, ce serait pas impossible. Ça serait pas impossible. Donc, on a vraiment une série incroyable. Puis, comme la seule chose que je te dis, c'est la seule bémol que j'ai, c'est ça. C'est que je trouve ça plate qu'on a probablement une des 2 plus belles équipes au Canada qui va s'en aller après cette série-là, malheureusement. Puis honnêtement, si j'avais à choisir entre les deux équipes, je préférais que les Flames passent. Moi aussi. Parce que je pense que c'est eux qui auraient plus de chances d'être en finale par la suite que les Oilers. Si les Oilers prennent Colorado, là, finale offensive, ça va être pénible pour les Oilers. Le Mike Smith va être peut-être une meilleure chance. Le Mike Smith va avoir de la misère à suivre la cadence. Ouais. Mais écoute, je trouve ça bien pour les Oilers. On avance. Je pense que là, on comprend que le gardien de but a fait pas la différence, mais bien fait en première série. Là, je pense qu'on voit qu'on a besoin d'aide un petit peu au niveau des gardiens de but. Mais oui, les Flames, c'est une belle équipe. Moi, je suis content qu'ils passent. Puis comme je te dis, je les ai mis en finale du côté de l'Ouest. Moi, je pense que si une équipe peut battre Colorado, Saint-Louis, s'ils ne le font pas, les Flames. Parce que Colorado va être amoché après les Blues s'ils ne les plantent pas en 4 ou en 5. Là. Mais Calgary ne seront pas non plus faciles à jouer. Le Ketchuk qui est gossant sur un temps. Puis on Zadorov, il frappe fort. Zadorov, il frappe fort. On a Lucic qui est malgré son 34 ans ou 35 ans, est aussi lourd puis aussi dur à tasser devant un filet. Donc, on a vraiment droit à moi, je trouve que l'Ouest, cette année,
c'est du hockey complètement fou, mais malgré que l'Est c'est plus serré un petit peu, je pense qu'on est peut-être plus souvent plus habitué de les voir aussi. Mais moi, je vais me coucher tard, c'est sûr. C'est tellement une belle série, là. J'ai hâte de voir ce que Evander Kane va faire. Monsieur controverse cette année, donc ça va être une belle série à regarder pour vrai. Puis je serais content par contre que McDavid sorte avec une grosse série aussi. Écoute, on va closer le podcast en parlant un petit peu du Canadien parce que quand même une grosse nouvelle là, pour eux. Évidemment, c'était la loterie qui a eu lieu la semaine dernière et les odds ont été en faveur du Canadien. Donc, le plan depuis le début de la saison d'avoir Shane Wright a fonctionné. Ouais. Premier pick pour le Canadien au prochain repêchage. Mais là, commence à avoir des petites campagnes là, un peu politiques. Ben, pas politiques, mais des campagnes pour essayer de convaincre les gens. Là, il y a des gens qui tentent de pousser Logan Cooley comme numéro 1. Il y en a d'autres qui voient le Slovaque Slavovski aussi Il est en premier. feu cette année, On se présentement. demande si Shane Wright, c'est vraiment le choix Ouais. à faire pour le Canadien. Écoute, moi, je pense que Shane Wright, c'est quand même le choix à faire pour le Canadien. Puis, tu sais, pour la première fois, parce que c'est la troisième fois que le Canadien a un choix de top 3 dans les 10 dernières années. Il y a eu 2012, il y a eu 2018, et là, il va y avoir 2022. Ouais. Et le 2012 et le 2018, ils ont tombé sur des mauvaises cuvées parce qu'il n'y avait pas de joueur de centre de premier plan, vraiment. 2012, on a repêché Galchenyuk, mais déjà en partant, plusieurs le voyaient à l'aile parce qu'il n'y avait pas peut-être le sens du jeu assez développé. Puis il n'était pas assez bon défensivement pour jouer au centre. Ensuite, il y a eu 2018 qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs de centre qualifiés top 10, tellement qu'on a fallu qu'on fasse un reach avec Kotkaniemi pour Ouais. répondre à ce besoin-là. On a vu qu'est-ce que ça a fait. Maintenant, il est rendu du côté des Hurricanes de Caroline. Là, au moins, ce qui est le fun cette année pour le Canadien, c'est qu'il y a deux options assez intéressantes. Tu as Shane Wright et Logan Cooley, qui sont ces deux joueurs de centre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien est sûr d'en repêcher probablement un des deux parce qu'évidemment, ils repêchent premier. Donc, c'est sûr qu'ils vont être disponibles ces deux-là. Maintenant, Oh, ouais. lequel sera le bon, ça rendu là, c'est à vous d'en juger. Mais je ne pense pas que Slavovski va être un choix du côté du Canadien. Je pense que si on repêche un Shane Wright pour Logan Cooley, on va avoir une ligne de centre assez intéressante là, pour les années à venir. On va avoir Wright et Suzuki comme deux premiers centres, dans l'ordre que vous voulez. Jake Evans, qui peut être un très bon troisième centre. Peut-être Peeling va challenger pour le quatrième ou peut-être le placer à l'aile, mais sinon, il y en a d'autres qui vont pousser aussi. Donc, je pense que le choix à faire pour le Canadien, c'est définitivement un joueur de centre, donc Cooley ou Wright. Puis je pense quand même que Shane Wright, c'est le choix à faire parce que je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Quoi qu'on dit que Cooley n'est pas mauvais défensivement, Ouais. mais je pense que Shane Wright, la manière que je pourrais illustrer ça, c'est peut-être pas le joueur qui a le plus haut plafond au niveau potentiel, mais je pense que c'est lui qui a le plus haut plancher. C'est un pic que tu es sûr de ne pas te tromper avec Wright. Est-ce que ça va être un joueur de 60, 70 points ou 80 points? Ça, on va le savoir juste dans les prochaines années. Alors que Cooley, c'est peut-être le joueur qui a le plus haut plafond entre les deux, Mm-hmm. mais il est peut-être plus risqué au niveau du plancher. Ça peut peut-être, je ne dirais pas flopper, mais je pense que ça pourrait devenir peut-être un joueur qui va être bon offensivement, mais qui n'en donnera pas assez dans les autres sphères de jeu, contrairement à Shane Wright, que non seulement il est bon offensivement, il est bon défensivement. C'est un très bon leader, ce qu'on dit de Ouais. lui. Oh, oui. Ça a l'air d'être une méchante bonne personne aussi en dehors de la glace. Donc, je ne pense pas qu'on va revivre à Montréal les Costitines ou les Galchenyuk, les frasques de ces joueurs-là à l'extérieur de la glace. Il a manifesté, on a vu dans les entrevues récemment, là, ça a l'air d'être un joueur qui veut jouer à Montréal. C'est sûr Ouais. que c'est un choix entre Montréal et Arizona. Le choix n'est pas trop dur à faire, mais Non. je pense quand même que c'est, tu sais, même au championnat du monde d'hockey junior, il y avait Stéphane Leroux qui l'avait interviewé aucune équipe Canada Junior. Puis, tu sais, ils ont été en milieu de saison, donc on ne savait pas que le Canadien avait vraiment des chances de repêcher premier. Ben, on le savait un petit peu, Oh, oui. mais ça s'enlignait peut-être plus pour Arizona au début. Mais Stéphane Leroux il a demandé voir si ça intéressait de jouer à un marché comme Montréal. C'est sûr qu'il allait répondre oui devant les caméras. Il n'allait pas dire non, je ne veux pas jouer dans une ville de marde de même. Mais la façon qu'il en parlait, tu voyais que ça l'allumait de jouer dans un marché comme Montréal. Fait que non, je pense que Shane Wright, ça va être un bon choix à faire. Ceci dit, si le Canadien va pour Logan Cooley, je ne vais pas garocher mes affaires après le mur puis je ne vais pas flipper ma table de bord. Ça va être un bon choix aussi. Mais je pense quand même que le choix à faire, là, c'est Wright là, pour le Canadien.
Écoute, moi, tu sais que je n'étais pas un grand fan du junior avant. Ça fait peut-être 2 ans que je suis ça vraiment par ton aide, Max, aussi, parce que tu es un fin partisan. Mais écoute, ce que j'entends, moi, sur Slakowski, c'est que, écoute, premièrement, c'est un géant. Là, si c'est 4-2-18, je pense que c'est le mot power forward qui vient fort. Puis je pense que présentement, ce qui aide pas Shane Wright, c'est la fin de saison avec les séries qu'ils viennent de connaître. Ils se sont fait éliminer la semaine passée. Pas connu les grosses séries. Parce que Slavkovski, lui, va très bien présentement dans le championnat mondial de hockey. Donc, c'est peut-être la seule bémol. Il y a beaucoup de mock draft aussi qui vont mettre Slavkovski avant Coley. Donc, les Coyotes repêcheraient Coley, puis les Devils repêcheraient Slavkovski. Donc, ou l'inverse, je pense, parce que les Devils repêchent deuxième, les Devils. Ouais, c'est ça. Donc, les Devils vont prendre Slavkovski, puis Coley sera avec en Arizona. Ouais. Donc, il y a plusieurs personnes qui le voient comme ça. Par contre, Shane Wright tombe premier. Shane Wright tombe premier, pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un gars qui est... c'est un two-way player. C'est un gars qui est quand même un bon plafond à atteindre. C'est un gars qui a beaucoup de leadership, ce qu'on n'a pas à Montréal. Donc, est-ce qu'on veut à Montréal chercher un fit pour le futur avec un joueur concession-ish en Shane Wright? Puis l'année prochaine, on essaie de repêcher en même temps un gars comme Bédard, ou on s'en va avec un power forward, un gros bonhomme on n'a peut-être pas besoin présentement, mais qui a fait ses preuves parmi les hommes. Donc, c'est plus là qu'on voit. Puis on a un Coley après ça qui s'amène avec un plus petit gabarit, mais qui est très bon patineur, une très bonne éthique de travail, a des bons skills offensifs, peut-être mieux même que Shane Wright, mais on n'a peut-être pas le leadership qu'on a besoin avec présentement dans le Canadien. Donc, on a vraiment 3 choix qui sont bons. Moi, je trouve en première ronde, on a 3 jeunes joueurs qui auront sûrement un impact dans leur équipe respective. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin présentement du côté de Montréal. Puis moi, je pense avec le leadership. Je pense qu'on a une jeune brigade, on a une jeune équipe, mais on veut aussi tout apporter à long terme et non faire comme le Canadien a toujours fait, des joueurs pour 4-5 ans, ça pas des sneaks et les pitchers ailleurs pour des choix de première ronde, des choix de deuxième ronde. Donc, je pense qu'on a une nouvelle perspective au niveau du Canadien. Donc, Shane Wright devrait être premier, mais je ne serais pas déçu que Slafkovsky ou Coley sortent aussi à Montréal, dépendamment de ce qu'on a besoin. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que pour faire le parallèle un peu entre Cooley et Shane Wright, là, c'est un parallèle très douteux que je vais faire, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que c'est Cooley puis Shane Wright, c'est un peu Jonathan Toews puis Patrick Kane, dans le sens que exact. Shane Wright, c'est le joueur très complet, bon leadership, mais Cooley, c'est peut-être le joueur le plus électrisant, le plus, tu sais, au niveau skills, je pense qu'il y a des skills meilleurs que Wright, mais tu sais, est-ce que tu veux un gars, pas à cause que Patrick Kane, c'est un excellent joueur aussi, mais le Canadien n'a pas de leader un peu à la Jonathan Toews, tu sais, ou Patrice Bergeron, je sais qu'il y a eu des comparatifs avec, ouais, là, mais je pense que ça prend pas à cause de Suzuki, ça en vient pas mal ce genre de joueur-là aussi. Ça a l'air d'être un joueur qui est très à ses affaires, un joueur qui, c'est sûr que défensivement peut encore s'améliorer, mais on voit qu'il essaye quand même. Mais c'est ça, est-ce que tu veux avoir une ligne de centre comme Shane Wright et Suzuki, 2 joueurs qui se ressemblent un peu au niveau style de jeu, plus complet, ou si tu veux un peu un joueur de centre qui va avoir ces responsabilités-là, puis tu as un joueur plus offensif en Cooley. J'ai hâte de voir ce que l'organisation va faire du côté du Canadien. Chose certaine, je ne pense pas que peu importe le choix que le Canadien va faire, c'est des choix qui sont défendables. Je veux dire, Wright, c'est le joueur complet, c'est le leadership incarné. Cooley, c'est le joueur électrisant, plus offensif, bon coup de patin comme tu as mentionné. On a parlé, en fait, pas on a parlé, mais Ken Hughes a mentionné souvent dans ses points de presse qu'il veut une équipe rapide, des bons patineurs. Ben, Cooley, c'en est un bon patineur aussi. Slafkovsky, c'est un gros bonhomme. Lui, je suis surpris, par exemple, qu'il sortirait premier, honnêtement. Je pense que ça serait plus une longue shot. Pas impossible, mais je pense que ça serait une longue shot. Jouer avec Suzuki, puis c'est un gros bonhomme qu'on attend peut-être sur le premier trio de Montréal aussi. Donc, c'est ça, je te dis, chaque élément a son importance, tu sais. Chaque élément, mais le comparatif que tu prends avec Jonathan Toews et Patrick Kane est bon, est très bon. Mais Slafkovsky, on n'en a pas eu à Montréal. On pensait que c'était un avec Anderson. On a encore du travail à faire avec lui. D'ailleurs, Anderson, parenthèse, dans son cas, fait très bien au championnat du monde aussi. Il est souvent sur la feuille de pointage. Avec son bon ami Claude. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, non, j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Puis même si c'est pas la cuvée la plus incroyable, je pense que le top 6 est très bon.
Puis ça va être le fun. Là, on a un Imek qui va sûrement sortir. On a un Kemmel ou un Jerry Check. On a Cutter Gauthier aussi qui va sortir probablement dans les 6 premiers. Donc, non, j'aime bien la cuvée qu'on a. Puis ça va être le fun d'écouter ça. Puis on va probablement mettre en podcast ou en live. Donc, j'ai vraiment hâte de discuter avec ça de toi. Là. Puis, honnêtement, même si Canadien repêche, mettons, un gars comme Shane Wright puis qui fait juste 65-70 points par saison. Il faut, c'est pas grave. Là. Ben, l'affaire, c'est que nomme-moi le dernier joueur de 70 points du Canadien des dernières années. Oh, Plekanec. Puis encore, je me demande si. Je sais que Kovalev il a eu 84 points il y a plusieurs années, mais tu sais, le point, c'est que même si Shane Wright fait juste 70 points par année, ça va être déjà mieux que qu'est-ce que tous les autres joueurs ont fait dans le passé dernièrement. Il n'y a personne qui réussit à faire ce nombre de points-là. Plekanec en 2009-2010. Imagine-toi. Ben, c'est ça. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, Cooley, ça peut être le joueur qui mettrait plus ses partisans dans sa petite poche parce que c'est un joueur qui est vraiment plus talentueux côté skill brut. Je pense qu'il avait même essayé un Michigan pendant le championnat du monde. Mais c'est un gars qui a du pot et qui a du talent. Mais Shane Wright, c'est une poire non plus. Là. Les gens pensent que Shane Wright, c'est genre un Carl Chipchura, mais qui va sortir premier overall. C'est pas ça. Là. Non. Il est 92 capable de points jouer de offensivement. Il a un Wachman. méchant bon lancé. Ouais. C'est un tir des lignes majeures qu'il a déjà. Il ne faut pas oublier qu'il a manqué une année de développement aussi. Ça joue très gros. Puis même à ça, on a beau critiquer son travail cette année, il a toujours bien fini avec 90 points et plus à sa saison à sa saison de draft. Là. C'est pas mauvais du tout. Là. Non, du tout. Là. Puis, Du tout. Puis il a joué au championnat des U18 l'année passée. Il a été dominant. Là. Il a fait 14 points en 5 rencontres. Là. C'est pas un 2 de pique. Là. C'est un très, très bon premier choix. Là. C'est sans problème. Là. Puis il a fini 94 points. 32 buts cette année, pareil. Là. Il a fait 32 buts, pareil. Là. Un dernier point que je veux mentionner, parce que tu parlais tantôt de l'élimination de Kingston là, dans la OHL. Puis ça, je vais reprendre un peu ce que Simon Servant avait dit sur Twitter. Il avait parlé des. Parce que lui, il regarde beaucoup de matchs des espoirs. Puis honnêtement, je salue son travail parce que c'en est un qui publie ses listes, puis il défend ses pics, puis toujours dans le respect et tout ça. Puis ce qu'il disait, c'est que du côté de Kingston, là, c'était pas une bonne équipe tant que ça, dans le sens que oui, on Wright, il y avait Martin Kromiak aussi qui était un bon joueur, mais les défenseurs, ça faisait pitié au point où les attaquants devaient faire tout eux autres mêmes. Il n'y avait pas de relance, il n'y avait rien. Fait que ça aidait vraiment pas les attaquants, ça rendait pas service aux attaquants des Frontenacs. Puis tu sais, t'as bien beau être Shane Wright, tu peux pas tout faire tout seul non plus. Là. Non, c'est sûr que est-ce qu'il aurait pas été plus dominant en série? Oui. Est-ce qu'il aurait pu avoir plus d'aide? Oui aussi. Fait que il faut quand même là, mettre les choses en perspective parce que souvent, c'est facile de regarder les statistiques et juste dire bah, il n'a pas été bon en série, il a juste 2 passes en 6 games. Mais il faut comprendre un peu. C'est pour ça que je veux mentionner ce que Simon avait mentionné. Il regarde beaucoup de matchs, il a vu un peu ce qui se passait avec les Frontenacs. Puis c'est ça, il disait que c'était pas un gros club pantoute. Là, fait que c'est pas. Oui, il aurait pu en faire plus, right, mais il n'est pas tout seul là-dedans. C'est l'équipe en général qui aurait pu en faire plus. Là. Non, puis Kingston, je pense que personne n'est voyant en série cette année, puis ils les ont emmenés là. Fait que... Donc, voilà ce qui conclut l'épisode numéro 23, mon cher Stéphane. On approche la trentaine, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Donc, on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine. On va discuter là, des matchs qui vont se dérouler. En fait, les séries vont reprendre demain avec 2 matchs, Tampa Bay et Floride, le premier volet à 7h et l'Avalanche et les Blues à 9h30. Toujours en prenant en considération qu'on enregistre le podcast ce lundi, le 16. Ne va pas nécessairement apparaître lundi, mais pour vous mettre en perspective. Donc, il n'y a aucun match de jouer présentement. Fait que voilà, pour ceux qui regardent le podcast un petit peu plus tard, si on ne parle pas d'aucun match présentement, c'est parce que ça joue juste demain. Yes. Le 17. Écoute, puis une petite nouvelle avant de partir, puis je ne sais pas si ça a bossé en dessous de la roche, mais le Canadien de Montréal a quand même engagé un gars pour les statistiques avancées. Donc, c'est la première fois que le Canadien de Montréal va faire ça sous l'ère de Ken Hughes. Donc, Christopher Boucher qui va s'occuper du Director of Hockey Analysis. Il a travaillé avec les Sharks San Jose dans les 2 dernières années avec Sportologic. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va amener comme aspect au niveau du Canadien. Ça va être quelque chose que je vais regarder un petit peu plus. Ah, puis tant qu'à closer avec des petites nouvelles en rafale, Peter DeBoer, out de Vegas. Bye! Merci. Quelle saison! Écoute, il y en a plein de questionnements. Là, puis j'ai regardé à Sportsnet, ils sont en feu présentement. Là, puis TSN, mais est-ce que la venue de John Tavares a vraiment aidé les. Jack Eichel, du côté de Vegas? De John Tavares, est-ce que ça a vraiment aidé les Maple Leafs autant
que Jack Eichel a jamais aidé les. Moi, je pense que DeBoer, ça a été des mauvaises décisions. C'était le mauvais traitement de Robin Lehner cette année. Ça a été, ça a été en dents de scie toute l'année. Puis on a encore une fois jeté, comment il s'appelle, c'est l'entraîneur qui ont jeté encore une fois de l'autobus avant que. Oh, Gérard Galland. Donc, écoute, on a descendu par nous-mêmes au niveau de Vegas. Mais je trouvais la question intéressante. Est-ce qu'avec le recul, est-ce que John Tavares et Toronto en avaient-ils vraiment besoin? Donc, ça, c'est une grosse question. J'aime ça. On va répondre ça. C'est que c'est un gros contrat, honnêtement. Là, c'est un gros contrat à long terme aussi. Il fait pas la différence d'une rencontre. Ça l'aide pas, ça. Ah, que veux-tu? Moi, honnêtement, c'est pas moi qui va avoir pitié de Toronto pour vrai. Moi non plus. À t'a dire, là, mais c'est plate pour eux parce que oui, ils méritaient la série, mais en même temps. Been there, done that. En même temps, c'est toujours drôle de voir la panique à Toronto chaque fois qu'ils perdent en première ronde. C'est fou comment je me sais que mon popcorn, puis je regarde Twitter, puis j'ai bien du fun. C'est fou. Montréal, Toronto, Alberta. Let's go! Toronto, c'est comme fuck off. Ouais. C'est malade. Ben écoute, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. Encore une fois, merci Stéphane là, pour tes précieux services. On se retrouve là avec nos pensées suite au début de la deuxième ronde la semaine prochaine. Donc, on se dit à plus. À plus, mon ami. Attention à toi. Bye bye tout le monde.